Mesdames et messieurs, de retour avec Bonjour l'Égypte et avec notre premier débat aujourd'hui, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous revenons sur une page importante de l'histoire moderne de l'Égypte avec les événements du 30 juin et du 3 juillet 2013. Une période marquée par une forte mobilisation populaire au sein de laquelle la jeunesse égyptienne a occupé une place centrale. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Madame Mona Al-Halawani, qui est experte en éducation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur, merci. Parfait. Je m'excuse, mais on va passer directement, chers téléspectateurs et Dr Mona, on va passer ce commentaire sur notre débat dans l'histoire contemporaine de l'Égypte. Les événements du 30 juin et du 3 juillet occupent une place particulière. Cette période a été marquée par une forte mobilisation de la jeunesse égyptienne, portée notamment par une jeunesse déterminée à faire entendre sa voix et à participer à l'avenir de son pays. Pour plus de détails, voici un commentaire. Les événements du 30 juin et du 3 juillet constituent pour de nombreux Égyptiens un moment marquant de l'histoire contemporaine du pays. Au cœur de cette période, la jeunesse a joué un rôle essentiel en exprimant ses aspirations, en participant aux rassemblements populaires et en appelant à des changements qu'elle estimait nécessaires pour l'avenir de la nation. Des milliers de jeunes issus des différentes régions et de divers horizons sociaux se sont mobilisés autour d'un objectif commun, préserver la stabilité de l'État et défendre leur vision de l'avenir de l'Égypte. Leur engagement s'est traduit par une forte présence dans l'espace public, mais également par des initiatives citoyennes visant à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Le 3 juillet a marqué une nouvelle étape avec le soutien de nombreuses institutions de l'État et de larges franges de la population. Pour leurs partisans, ces événements ont illustré une convergence entre les aspirations populaires, portées notamment par la jeunesse, et les décisions prises par les dirigeants du pays, dans le but de répondre aux demandes exprimées dans les rues. Au-delà des divergences d'interprétation qui entourent cette période historique, l'engagement des jeunes demeure un élément central du récit national. Leur participation a mis en lumière l'importance du dialogue, du sentiment d'appartenance et de la responsabilité collective dans la construction de l'avenir. Aujourd'hui, l'expérience du 30 juin et du 3 juillet est souvent évoquée comme un exemple de mobilisation citoyenne et de solidarité nationale, rappelant le rôle déterminant que peut jouer la jeunesse dans les grands tournants de l'histoire d'un pays. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invitée, Madame Mona Al-Halawani. Madame Mona, premièrement, comment analysez-vous le rôle joué par la jeunesse au cours de cet événement majeur de l'histoire moderne égyptienne qui est le 30 juin 2013 ? Le 30 juin, c'était vraiment un événement très fort et c'était guidé par les jeunes. Et ce sont les jeunes qui ont guidé tout le peuple après. Parce que c'était une génération qui voulait vraiment changer et qui voudrait être meilleur et voudrait le meilleur pour son pays. Et donc ils étaient très ambitieux et ils voulaient faire vraiment un grand changement. Et ils ont essayé et tout le monde y a participé. Quand on parle également, quelles sont les principales motivations qui ont poussé les jeunes à se mobiliser au cours de cet événement, selon vous ? C'était la modification de leur mode de vie. Et ils voudraient trouver du travail, de formation, de bien vivre, des logements, beaucoup de choses. Donc ils pensaient faire ça pour changer leur état. Oui, on parle également que durant cette période, il y avait les frères musulmans qui étaient au pouvoir en Égypte et il y avait plein de changements même de la structure de l'État, même avec des changements de la constitution égyptienne faite par le feu président Mohamed Morsi. Il y avait plein de manipulations de la société égyptienne et de l'État égyptien par eux. Les jeunes n'étaient pas d'accord. Non, bien sûr, personne n'était d'accord. C'était seulement le groupe de frères musulmans, oui, des frères musulmans qui étaient d'accord et qui même menaçaient ceux qui n'étaient pas avec eux et qui partageaient leur avis
de violence, de prison, d'autres choses. Oui. Mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas le but vraiment de la révolution de 30 juin. Oui. Donc ça a été falsifié, ça a été kidnappé, comme on le dit. Et puis ça a été... La révolution du 2011. De 2011, ouais. oui, de 25 janvier. Le 25 janvier. Et puis 2011. le 30 juin était là pour corriger, Oui. pour la correction de cet événement. Dans quelle mesure cette mobilisation a-t-elle influencé le cours des événements et le cours jusqu'au 3 juillet? La participation des jeunes et leur mobilisation depuis le 30 juin, on se souvient tous de l'initiative Rébellion ou Tamarroud. Oui. Dans le temps, on se souvient de plein d'initiatives qui ont été lancées par les jeunes afin de changer leur réalité et essayer de retourner à l'Égypte qu'ils connaissaient. Bien sûr, parce que on était là et on avait besoin des leaders aussi. Certes. Pour nous guider à sortir de cette période noire où on était là. Et donc, avec le 30 juin jusqu'au 3 juillet, et même avant, il y avait les préparatifs. Oui. Et partout, on trouvait des jeunes avec les papiers à signer, les jeunes qui expliquaient. Pétitions, c'était des pétitions à signer par tout le monde. Voilà. Et aussi, ils préparaient comment on sortait, qu'est-ce qu'il fallait dire. Et tout d'un coup, tout le peuple était là, même sans les guider, parce qu'ils sentaient que ce sont les jeunes, ça, maintenant, qu'il fallait suivre, qu'il fallait accompagner à faire tout ce qu'on voulait pour notre pays. Oui. On peut dire qu'il y avait une sorte de convergence entre les initiatives des jeunes et les directions entreprises par les institutions de l'État dans le temps. Et il y avait même une forte confrontation parce que les jeunes, c'était eux qui étaient en confrontation avec les frères musulmans. Oui. Et on a perdu même des jeunes et grâce à eux et à d'autres jeunes qui étaient là, qui luttaient avec tout le peuple contre les frères musulmans. Oui. Et on a réussi finalement avec quand l'armée aussi nous a aidés. Oui, c'est-à-dire sans l'aide de l'armée. Elle s'est proclamée l'armée du peuple égyptien. Voilà, on a senti qu'ils sont là pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos vœux. Il y avait des demandes du ministre de la Défense dans le temps, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi actuellement. Il leur disait « sortez et n'ayez pas peur ». Voilà. Et nous, on répétait ça sur Facebook tout le temps parce qu'il fallait encourager les uns les autres pour descendre. Mais finalement, quand on était dans les rues, il y avait presque toute l'Égypte, de tous les âges. C'était même pas seulement les jeunes. Oui. C'était tout le monde qui était dans les rues pour réclamer leurs demandes. Oui. Quand on parle de cet événement majeur, quel était l'impact des réseaux sociaux et des nouvelles formes de communication et de mobilisation sur cet événement? Mais sur Facebook et sur Twitter, dans le temps, il y avait des posts pour encourager à descendre et d'autres pour menacer si vous descendez. Il y avait les deux fois. Oui, mais nous, on n'avait pas peur vraiment, parce que c'était une demande collective de tout le peuple. Oui. Et puis, on avait aussi confiance en l'armée qui était là pour nous défendre. Et on avait confiance que quand on descend, rien ne va se passer pour nous. C'est ce qui se passait vraiment. L'armée égyptienne était déployée dans tout le pays et c'était, je dirais, sécurisé. Ils ont sécurisé les manifestations du peuple égyptien. C'est vrai. Oui. Selon vous, quelles sont les leçons que les nouvelles générations peuvent-elles tirer de cette expérience historique? Il y a beaucoup de leçons. Premièrement, il ne faut pas se taire. Il faut toujours dire son opinion, mais d'une façon organisée, en accord avec les dirigeants qui sont vraiment fidèles au pays.
Parce que quand ils l'ont fait la première fois, sans l'accord ou bien sans être en contact avec l'armée, par exemple, ou autre, ça a été kidnappé. Ils n'ont pas pu continuer. Ils n'ont pas pu protéger leur révolution. Oui. Donc, quand ils expliquent leur point de vue, quand ils sont en contact avec les fidèles du pays, et ce sont bien sûr l'armée, et donc ça, c'était le point très fort aussi qui a poussé à gagner et qui a protégé la révolution jusqu'à maintenant. Oui, quand on parle du dialogue entre les jeunes et les institutions de l'État, s'est-il renforcé ces relations après ces événements et sous quelle forme? Maintenant, il y a beaucoup de sortes de dialogues, beaucoup de formes même, beaucoup d'initiatives. Il y a par exemple le forum des jeunes qui a Sharm el-Sheikh. Le forum international de la jeunesse. Ça a commencé égyptien et c'est devenu international. Oui. Et ça, c'est très encourageant à participer. Et il y a aussi les partis politiques. Il y a aussi, par exemple, et pour participer à ces choses-là et pour bien pouvoir dire son opinion, il faut être formé pour faire ça. Certainement. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui aident les jeunes à être formés, soit pour comment s'exprimer, comment penser, et aussi comment vivre leur vie, comment chercher du travail, comment se préparer. Profiter des opportunités. Voilà. Oui, certainement. Certainement. Quand on parle également de l'État, comment a-t-il pu aujourd'hui encourager une participation plus active des jeunes dans la vie politique et la vie sociale en Égypte? Certainement avec les partis qui ont attiré un tout petit peu de jeunesse. Oui. Néanmoins, on a besoin de voir les jeunes entreprendre, tels que par exemple les initiatives des micros et des petites et moyens projets qui ont été financés par les banques égyptiennes. Oui. Et pour faire les études, même pour faire les préparations de ces projets, oui. il y a par exemple des organisations qui préparent les jeunes à préparer leur vie, à organiser leur vie. Par exemple, comme... Planifier, soi-disant. Oui. Et comme par exemple l'Académie nationale pour la formation a un très grand rôle en réalité. Il prépare les gens dans tous les jeunes et les gens en général, dans tous les secteurs de la vie. De tous âges. Oui. Et pour les banques, ils aident beaucoup avec des micro-projets et ils financent ça. Et il y a aussi le suivi de l'État pour garantir la réussite de ces projets. Très bien. 13 ans après cet événement majeur dans l'histoire moderne égyptienne, quel héritage le 30 juin et le 3 juillet ont laissé dans la jeunesse égyptienne de nos jours? Maintenant, on peut voir des jeunes à l'âge de 20 et quelques ou bien autour de 30 ans qui sont là et ils sont assistants à des ministres, ce qu'on ne voyait jamais avant. Oui. Et ils sont formés pour être assistants pour des ministres et il y a aussi beaucoup de postes maintenant à occuper et avec l'âge des jeunes. Et ce qui est bien maintenant aussi que les enfants qui avaient de 10 à 15 ans, maintenant ils sont à l'âge des jeunes. Et donc ils ont vécu toutes ces années et ils ont vu le changement qui est passé par notre pays. Et les projets, le métro, le train, les usines, la nouvelle capitale. Les méga-projets qui ont été entrepris. Oui, voilà. Certainement. Et tout le temps, ils écoutent aussi de leurs parents. Ah, regardez cette route, c'est devenu mieux qu'avant. Regardez ce métro, ça arrive à tel point. Avec une vitesse, plus de vitesse. Oui, ce sont des points vitaux donc, dans leur vie quotidienne qu'ils touchent eux-mêmes. Très bien. Quand on parle des jeunes, on doit mentionner le ministère de l'Éducation, certainement. Certainement également le ministère de l'Éducation supérieure, mais le ministère de l'Éducation a
a besoin d'entendre la voix des jeunes, a besoin de voir leur opinion dans, par exemple, les horaires des années scolaires, a besoin de plus de l'opinion des jeunes au cours du cycle de l'éducation. Ça s'est passé à plusieurs, ça a passé par plusieurs points. Phases, oui. Oui. Et maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle stratégie de l'éducation avec de nouveaux programmes. Et on espère qu'avec les nouvelles modifications, ça va être mieux. Espérons. Moi, j'ai vu quelques extraits sur l'éducation et sur l'expérience de la Finlande, qui est considérée comme l'une des meilleures du monde entier dans le secteur de l'éducation. Ils ont apporté les enfants à l'âge des jardins d'enfants et ils leur ont demandé quelles sont les choses que vous voulez mettre dans la cour, par exemple. Les jeux, les certaines choses attirantes pour eux, pour insérer ou faire passer l'éducation à travers ces jouets et ces formes, je dirais, attirantes pour les enfants. Est-ce qu'on peut faire comme ça pour les jeunes, surtout le cycle préparatoire et secondaire? Pourquoi pas? Je crois que oui, bien sûr, on peut le faire, mais maintenant ils sont en train de placer et mettre en place le nouveau système. Peut-être prochainement, ils vont passer à cette phase-là. Espérons pour le mieux. Quand on parle également du 30 juin, peut-on considérer que cette mobilisation du 30 juin comme un modèle d'engagement citoyen pour les générations futures à entreprendre, une sorte une formule à suivre? Il faut garder toujours l'esprit du 30 juin. Certes. Et je crois qu'avec notre équipe de football, l'équipe nationale... La sélection nationale de football. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui suivent. Et eux-mêmes, ils ont vécu cette période-là. Donc, on le sent même. On sent qu'ils sont là pour faire quelque chose pour leur pays et pour eux-mêmes. Ils veulent arriver à un point auquel on n'est jamais arrivé. Donc, il y a cet esprit qu'on garde. Vous avez travaillé toute votre vie dans le domaine de l'éducation. Vous avez vu plein de jeunes dans leur évolution, je dirais même, d'une année à l'autre. Quel message adressez-vous aux jeunes concernant leurs responsabilités dans le renforcement de l'unité nationale et du développement de l'Égypte tout entière? Pensez, oui, à votre avenir, mais il n'est pas loin et il n'est pas séparé de l'avenir de votre pays. Donc, il faut participer à la construction de votre pays, il faut participer au développement, il faut participer ensemble, il faut être réunis. Il ne faut pas être loin des projets, parce que même pour vous, les jeunes, en cycle préparatoire et secondaire, il y a ici, par exemple, le ministère de la Jeunesse. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'activités auxquelles vous pouvez participer et ça vous prépare à l'avenir aussi. Oui. Quand on a vu l'événement du 30 juin, la révolution du 30 juin 2013, on a vu ensuite, durant l'ère du président Abdel Fattah al-Sisi, plusieurs méga-projets qui ont été entrepris et qui ont déployé des ressources de jeunesse, des jeunes ingénieurs, des jeunes travailleurs qui étaient bien instruits et qui ont même fait des records de temps pour réaliser des projets qui prenaient des années, qui ont été réalisés en 6 mois ou en 1 an et demi, par exemple. Le président, chaque année, lançait des défis avec certainement le doublement du canal de Suez qui demandait 3 ans de travail acharné. Il a dit non, 1 an. Oui. Là, on a vu des défis auxquels les jeunes ont vraiment pu atteindre leur objectif. Ils étaient capables, même bien qu'ils étaient des jeunes avec peu d'expérience, je dirais. Oui, parce qu'on compte bien sûr sur leur ambition, sur leur jeunesse, sur leur enthousiasme. Capacité, je dirais. Voilà.
et la science aussi qu'ils ont étudiée. Oui. Donc, quand on valorise tout ça, ça c'est le résultat. On a confiance en eux, on leur dit ça, et on apprécie ce qu'ils font et ce qu'ils ont appris, et on leur demande toujours, faites ce que vous voulez avec nous, participez avec nous, voilà. Donc, ils essayent de montrer qu'ils sont responsables, qu'ils peuvent faire quelque chose de bien pour le pays. Espérons pour le mieux. Et ils savent aussi que ça leur appartient après. Oui. Ce sont des projets qui vont leur servir à eux-mêmes. Quand on parle de l'actualité avec plein de crises de part et d'autre, que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, également la guerre en Iran, comment voyez-vous la participation des jeunes pour épargner à l'Égypte de telles crises, épargner à l'Égypte de telles je dirais même des plans qui ont été tracés à l'extérieur pour mener l'Égypte dans des guerres et essayer d'épuiser ses capacités? Les jeunes sont très intelligents. Donc ils regardent bien, ils observent ce qui se passe autour d'eux, dans le pays et autour du pays. Et sûrement, ils ne veulent pas être comme les autres. Ils veulent garder la sécurité, ils veulent garder leur avenir, ils veulent construire, ils ne veulent pas détruire. C'est pour cela qu'ils ont choisi aussi, pour participer à ces crises-là, un chemin très positif. Par exemple, participer à donner des produits d'aide à Gaza, participer à parler avec les jeunes, les plus jeunes ou les plus âgés, pour leur expliquer que c'est notre pays, il faut le garder, il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut faire tout ce qui est bénéfique à notre pays, pas d'autre. Très bien. Hier, le président de la République a inauguré le siège du commandement stratégique, l'Octagone, à la nouvelle capitale administrative. Un événement grandiose, je dirais même. Magnifique. Quels étaient vos sentiments au cours de cet événement? Mes enfants et moi, comme les voisins, on a entendu... Bravo l'Égypte, c'est notre Égypte, on est fiers. Il y a même les enfants, moi je suis dans un compound avec des jardins et tout ça, donc on a entendu les enfants circuler dans les jardins et dire « Tahia Masna ». Donc c'est une fierté vraiment, vraiment, parce que quand on a vu hier, c'était une surprise pour nous, comme tous les projets grandios, mais ça c'était encore plus. Parce que c'était, pour nous, on considère que tout ce qui vient de l'armée, c'est très bien structuré, c'est très bien organisé, c'est très bien étudié. Et on a confiance en eux qu'ils font vraiment quelque chose de bien pour notre pays, pour le sécuriser. Et ce qu'on a vu hier, c'était vraiment magnifique. Oui, c'était magnifique, on ne s'attendait pas à voir ça. Et même l'organisation de la fête même. C'était superbe. Moi, je me disais, maintenant, quand les pays nous regardent, maintenant, ils vont dire, et pourquoi pas nous? Comment on peut faire? On n'a pas fait ça. Et même pour la fête musicale, pour tout. C'était vraiment une fierté pour l'Égypte, l'ouverture de ce octagone ou le siège du commandement stratégique égyptien. Quand on parle également des crises actuelles, certainement avec la guerre en Iran, les attaques israélo-américaines contre l'Iran, comment voyez-vous l'effet de cela sur le jeune égyptien, certainement avec les réseaux sociaux qui parlent de jour en nuit avec des allégations, des infos erronées même, quelquefois des infos vraies. Comment voyez-vous les jeunes et comment peuvent-ils quand même avoir des réactions envers ces informations? Et normalement, il faut toujours chercher à se méfier et à avoir et à chercher la bonne information. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher des infos comme ça n'importe où ou de n'importe quelle source qui n'est pas fiable.
Mais il faut surtout, dans ces informations très délicates, il faut chercher les infos des sources fiables et il n'y a que les canaux du pays même. Oui, ça, parce que ça ne peut pas être falsifié. De nos jours également, on voit des choses et des posts sur les réseaux sociaux qui attirent les enfants, qui attirent les jeunes surtout, et qui ne sont pas tellement bénéfiques pour leur futur. Comment voyez-vous, comment devrons-nous quand même agir envers ces choses sur les réseaux sociaux? Récemment, on a parlé d'une puce comme ça pour les enfants, pour ne pas passer à certains réseaux sociaux. Oui, et donc, sensorisés, soi-disant. Voilà. Oui. Et il faut aussi que les parents, l'école, l'université même et les médias, il faut toujours dire des choses pour que les jeunes soient conscients et qu'ils comprennent qu'il faut se méfier, il faut faire la différence. Il faut par exemple des signes comme les couleurs, comme les drapeaux de couleurs qui passent dans tous les jeux maintenant pour les enfants. Donc il faut expliquer qu'il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas être attiré par ça parce que maintenant la génération, ce n'est pas comme avant. On leur dit quelque chose. Au monde entier, on ne peut pas leur imposer. On ne peut pas leur imposer quelque chose qu'ils voient répandu partout, mais il faut leur dire ça oui, et ok parce que, et ça non parce que. S'ils ne sont pas convaincus, on ne peut pas être sûr qu'ils vont faire. Oui. Parfait. Est-ce que vous êtes pour une censure pour les jeunes à un certain âge, une certaine censure des choses sur les réseaux sociaux, ou telles que par exemple la Grande-Bretagne qui a récemment, à peu près depuis 3 semaines, ils ont établi une loi qui défend les enfants à un certain âge d'aboutir ou d'accéder aux réseaux sociaux. Et la France aussi. Oui. Ça passe maintenant dans toute l'Europe, ça vient que ça va être couvert. Donc oui, pourquoi pas. On a besoin d'appliquer on a besoin, bien sûr. Une telle loi? Oui, oui. On en a besoin. Il faut modifier les lois qui correspondent et qui soient adaptées à notre vie quotidienne. Certainement. Oui. Certainement, certainement. Madame Mona Al-Halwani, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes experte en éducation. Merci à vous. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs, à présent, une petite pause.